Bonjour à tous et à tous à ce webinaire organisé dans le cadre d'Ecobiz et du partenariat que nous avons avec la BPORA sur la couverture du risque de change et comment transformer le risque de change en opportunité. Donc Hélène, qui est ici experte internationale de la BPORA, va vous présenter rapidement Christian Jacquier qui reprendra la main sur cette thématique. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon webinaire. Vous pouvez poser des questions tout au long de la diffusion en chattant et puis on y répondra à l'issue du webinaire. Donc n'hésitez pas et je laisse la parole à Hélène. Merci Marlène. Bonjour à toutes et à tous. Merci encore de nous rejoindre pour ce webinaire risque de change. Donc c'est une thématique spécifique, c'est vrai, donc propre à l'international, à laquelle peut-être parfois on voudrait éviter d'être confronté. J'ai parfois moi des dirigeants qui me disent je traite tout en euros, comme ça je ne suis pas embêtée. C'est peut-être dommage parce qu'au niveau commercial, au niveau de la marge, peut-être vous avez des choses à gagner, à utiliser les devises. Donc aujourd'hui, l'idée de ce webinaire, c'est de présenter les premiers outils qui permettent de se couvrir contre le risque de change, pour pouvoir tarifer en devise, pour pouvoir acheter en devise, puisque ce sont des éléments qui peuvent vous permettre de gagner des marchés, de gagner des points de marge également. Voilà, donc il y a auprès de moi Christian Jacquier, à qui je vais bien sûr laisser la parole pour ce webinaire. N'hésitez pas à effectivement intervenir, nous dire également quelles sont vos impressions par rapport aux produits présentés. Et bien sûr, nous restons à vos dispositions après le webinaire avec Christian Jacquier. Christian, je vais te laisser la parole maintenant. Il va falloir la sauver. Ouais. Bien, merci Hélène. Bonjour à tous, donc Christian Jacquier, je suis responsable de la salle des marchés à la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc ce matin, c'est moi qui vais me charger de vous présenter un petit peu la couverture de change. Donc, si les slides veulent bien passer, mais voilà. Alors, les produits on va parler produits ce matin, on a une présentation qui est très pratique, un peu technique aussi, mais sur laquelle il y a quand même pas mal d'exemples chiffrés, donc je pense que ça vous permettra de bien comprendre le thème de la couverture. Donc, on va parler principalement de 3 produits de couverture de change, qui sont des produits, on va dire, avec lesquels 80% de nos clients aujourd'hui couvrent leur risque de change. Hein. Donc, c'est vraiment des produits qui sont très usités par nos clients. On va parler du terme fixe, du swap et du covery enveloppe plus. Donc, la notion qui est vraiment importante en matière de couverture de change et qu'il faut avoir en tête, c'est la notion de report déport. Alors, cette notion de report déport, je pense que vous l'entendez suffisamment dans la presse, les taux d'intérêt, hein, faut faire attention de ne pas confondre taux d'intérêt et cours de change. Donc, les taux d'intérêt au niveau de la zone euro sont toujours bas et normalement devraient le rester pour encore une longue période de temps, au moins jusqu'au premier semestre 2020. Et à l'inverse, vous avez peut-être dû entendre parler que les taux américains, eux, ont largement monté depuis quelques temps. Donc, le graphique que vous avez à l'écran, en bleu, vous avez les taux européens, l'Euribor 3 mois, et puis en rouge, vous avez son équivalent aux États-Unis, c'est-à-dire le Libor 3 mois $US. Donc, on voit bien qu'on a des taux européens à la courbe bleue qui est totalement plate depuis là, on est sur 3 ans, hein, depuis pas mal de temps, alors qu'à l'inverse, on voit bien la progression des taux américains. Donc, entre les deux, on a un écart de taux, et c'est cet écart de taux qui va constituer notre report ou notre déport. Comment ça va se traduire en matière de couverture de change? Donc, la notion de report-déport, on parle aussi de point de terme, qui va donc être la différence entre les taux d'intérêt américains et les taux d'intérêt européens rapportés au cours de change. La courbe que vous avez sur la droite de votre écran, sur 3 ans, c'est l'évolution de ce report sur l'euro USD. Donc, on va parler ces points de terme, on va parler de report si on va ajouter ces points de terme au cours comptant, au cours spot. Donc, le cours spot, c'est le cours comptant, c'est le cours aujourd'hui. Donc, autrement dit, pour un client qui va se couvrir sur une devise, sur une parité comme l'euro-dollar, on va être en report.
on va ajouter le report à son cours comptant et on va obtenir le cours à terme, donc son cours de couverture. À l'inverse, si on a une parité qui est en déport, c'est par exemple le cas, peut-être pas parmi vous ce matin, mais de clients qui travaillent sur l'euro suisse. Quand on travaille sur l'euro suisse, à l'inverse, le rapport de taux d'intérêt entre l'euro et le franc suisse est inversé, donc on est en déport. Donc la conséquence, c'est que mon cours à terme, qui va être le cours que je vais proposer en couverture, eh bien, il va être composé du cours comptant, du cours spot, auquel je vais déduire le déport pour obtenir le cours à terme. Donc l'important, si vous êtes sur l'euro-dollar, c'est de bien comprendre, compte tenu de l'écart de taux qu'on a vu tout à l'heure, que la parité est en report. Donc quand on va calculer un cours de change, eh bien, on va ajouter au cours comptant, au cours spot, un report pour obtenir le cours à terme garanti. Donc là, c'est le moment où, en principe, sur cette présentation, on choisit plutôt de la faire dans le sens achat de dollars ou vente de dollars. Donc, traditionnellement, je me tourne vers la NSCC, on a plus d'acheteurs que de vendeurs. Donc, je ne sais pas ce que vous préférez. Sur les profils des entreprises, c'est plus de la vente, mais on fait achat. Alors, ce que je vous propose, c'est que normalement, on a plus d'acheteurs que de vendeurs. On va la faire dans le sens achat. Si parmi vous, il y a des vendeurs de dollars, n'hésitez pas à reprendre contact avec Hélène ou directement avec moi. Et à ce moment-là, on fera la présentation dans le sens vendeur de dollars. Donc, on va prendre le premier produit qui est le terme fixe. Et on va prendre un exemple d'achat un achat à terme fixe de 100 000 $ contre euros à 6 mois. Donc, ça correspond à à une entreprise qui importe et qui a une importation à payer dans 6 mois. Donc, ce que va faire la banque, elle ne veut, quand on va construire ce produit de couverture, la banque ne peut pas rester en position de change. Donc, elle va immédiatement acheter 100 000 $ à 1,1350. Alors, ma présentation peut-être un petit peu. Je n'ai pas eu le temps de la mettre à jour, j'en suis désolé. Donc, soit une contre-valeur de 88 105 €. Donc, on va les acheter immédiatement. Donc, c'est ce qu'elle fait. Donc, la banque ne dispose pas de 88 105 € pour faire cet achat. Donc, comme je n'ai pas ces 88 105 €, puisque c'est vous qui êtes censé me les apporter en contrepartie des 100 000 $ que je vais vous être donnés, puisque vous êtes acheteur. Donc, comme je ne les ai pas aujourd'hui, puisque vous vous êtes engagé à me les donner dans 6 mois, la banque va les emprunter à 6 mois sur le marché à moins 0,26, qui sont les taux d'intérêt de l'euro. Donc, j'emprunte 88 105 € à 6 mois à moins 0,26. J'obtiens mes 100 000 $. Et ces 100 000 $, moi, banquier, je n'en ai pas besoin puisque je me suis engagé à vous les donner dans 6 mois. Donc, je vais placer ces 100 000 $ à 6 mois, cette fois-ci au taux US, c'est-à-dire à 2,77. Mon opération d'achat à terme fixe, elle se décompose désormais d'un achat spot de 100 000 $ à 1,1350, d'un emprunt de 88 505 € à 6 mois à moins 0,26 et d'un placement de 100 000 $ à 6 mois à 2,77. Voilà. Donc, pour votre compte, puisque cette opération on l'a fait pour vous, la banque a réalisé un gain en plaçant à 2,77 et en empruntant à moins 0,26. Et elle va vous restituer ce gain en le rapportant au cours de change. C'est ce qu'on appelle le report. Et dans notre exemple, ce report, il est de 0,0180. Je vous ai épargné la formule de calcul de mathématiques financières, mais enfin bon, ce n'est pas une calcul non plus très compliqué. Ce qui fait qu'en fait, à l'échéance, le cours que je vais pouvoir vous garantir à terme, ça va être un cours de 1,1350, qui est le cours auquel j'ai acheté les devises au comptant, plus 0,0180, qui est l'impact de mon opération d'emprunt et placement, ce qui va me permettre de vous garantir à terme un cours de 1,1530. Donc la première chose qu'on voit sur cette opération, c'est que pour des clients, pour des entreprises qui sont acheteurs de dollars, le simple fait que l'euro-dollar soit en report leur permet d'avoir un cours à terme qui est amélioré par rapport au cours comptant. Voilà comment se construit une opération de terme fixe. On voit que ce report est non neutre, parce qu'on passe quand même d'un cours qui est de 1,1350 à 1,1530, d'où, depuis que le report a augmenté, d'où l'importance de bien maîtriser cette notion. Donc le terme fixe que je viens de vous présenter, c'est la couverture historique sur le marché des changes. Il est bien adapté si vous connaissez de manière assez précise la date de vos décaissements en devises.
Le cours à terme est garanti, il ne changera pas pendant toute la durée du terme fixe, sauf, bien évidemment, en cas de changement de la date de décaissement. Si vous avez besoin soit d'un délai supplémentaire, soit si vous avez à payer plus tôt. Dans ce cas-là, vous pouvez soit sortir par anticipation du terme fixe, soit proroger le terme fixe. Ça correspond aux deux opérations que je vais vous donner. Dans l'un ou l'autre des deux cas, il y a une incidence sur le cours à terme garanti, puisque, comme vous avez vu, la façon dont j'ai construit le terme fixe, il est bâti en fonction d'une date certaine d'échéance pour pouvoir calculer les intérêts par rapport aux opérations d'emprunt et de placement. Donc, à partir du moment où on sort par anticipation d'un terme fixe ou on le proroge, on change ces dates, on change les durées d'emprunt et de placement, et donc ça a forcément une incidence sur le cours. Donc, pour faire ces opérations, on utilise un produit de change qui s'appelle un swap pour réaliser soit une sortie, soit une prorogation. Peut-être, Christian, avant de passer effectivement au swap, revenir, parce que là, voilà, pour ceux qui découvrent, peut-être ça fait beaucoup d'informations. Donc déjà, peut-être sur le chat, si vous pouvez nous dire si voilà, c'est clair ou si vous avez déjà des questions sur cette présentation. Donc pour résumer, peut-être pour des opérateurs qui démarreraient sur le sujet, donc ce type d'opération, terme fixe, ça permet de se couvrir, effectivement, de connaître à l'avance le cours qui sera appliqué à une opération future, dont on connaît le montant, la date. Exactement. Donc, par exemple, un importateur qui signerait un bon de commande pour, par exemple, aussi 50 000 euros, 50 000 dollars à verser dans 3 mois, c'est exactement ce type d'opération qui permet de lui faire connaître dès aujourd'hui le cours qui sera appliqué dans 3 mois. C'est une couverture de change qui va, si parmi vous, il y en a qui font des importations et qui les payent par crédit documentaire, c'est une couverture de change qui va bien être adaptée à un paiement par crédit documentaire parce que le crédit documentaire, c'est un produit avec lequel on maîtrise assez bien les dates à laquelle on va décaisser. Voilà. Donc, la plupart de nos clients qui utilisent le terme fixe comme couverture, c'est des clients qui importent et qui payent via crédit documentaire. Tout à fait. En fait, le terme fixe, c'est un bon produit à partir du moment où on maîtrise assez bien la date à laquelle on va devoir payer ses fournisseurs ou la date, ça marche dans les deux sens, ou la date à laquelle on va être payé par ses clients à l'étranger. Voilà. Ceci étant, même si on a parlé de cette notion de date un peu ferme, on peut quand même sortir par anticipation ou proroger le terme fixe, mais à ce moment-là, il y a une incidence sur le cours. Alors, on va voir un petit peu comment ça se passe. Donc là, on va voir ce qui se passe lorsqu'on sort par anticipation d'une opération de terme fixe. Donc on a une opération où, lorsqu'on avait souscrit le cours spot, le cours comptant était à 1,1461, on avait un report de plus 0,0388 points, ce qui nous donnait un cours à terme à 1 an. Là, c'était un client qui s'était couvert à 1 an de 1,1854. Donc, notre client nous appelle et nous dit, ben voilà, il faut que je paye 2 semaines plus tôt. Donc, ce qu'on va faire, c'est que comme on lui avait donné dès le départ la totalité du report sur 1 an, 0,0388, on va lui reprendre une partie du report puisqu'il ne va pas jusqu'au bout. Donc, on va lui reprendre sur les 2 semaines 0,0013. On voit déjà que quand même, pour 2 semaines, on ne lui reprend pas tant de points de terme que cela. Ce qui fait qu'en fait, le cours qu'il va obtenir, c'est plus 1,1854 qui était le cours qui avait été figé sur l'opération pour une échéance à 1 an, mais ça va être 1,1841 qui va être le cours qui prendra en compte le fait qu'on sort 2 semaines plus tôt du terme fixe. Donc, vous voyez, sortir par anticipation d'un terme fixe, ce n'est pas non plus une opération très compliquée. Nous, il suffit de nous appeler 2 jours ouvrés avant de pouvoir sortir par anticipation de l'opération. Et on sera en mesure, bien évidemment, de vous calculer immédiatement le cours que vous pourrez obtenir via cette sortie, cette sortie qu'on appelle aussi une levée sur un terme fixe. Et l'impact, alors bien évidemment, plus vous sortez tôt par rapport à la date de souscription, plus le report repris va être important. Mais normalement, on est plutôt sur 1 semaine, 2 semaines, où il faut proroger d'1 semaine, 2 semaines par rapport en fait aux relations que vous avez avec les fournisseurs, avec vos clients. Donc on voit que l'impact, lorsque l'on est aujourd'hui simplement 2 semaines plus tôt, il n'est pas non plus extraordinaire par rapport au cours qu'on avait figé. On reste dans la norme de 3 chiffres après la virgule. Alors quand on fait une prorogation, là c'est un petit peu plus compliqué.
Donc, on voit qu'on a toujours la même opération, mais là, vous avez obtenu de la part de votre fournisseur un délai de paiement supplémentaire, où il a du retard. Donc, vous devez payer non plus à 1 an, mais vous devez 1 mois plus tard. Donc là, ce qui va se passer, c'est que l'opération de terme, elle va arriver à son échéance quoi qu'il en soit. Donc, elle va se déboucler à 1,1854. Donc, cette opération, on va vous livrer les dollars, l'opération va se faire, et bien évidemment, vous n'en avez pas besoin tout de suite, puisque vous devez payer maintenant désormais votre fournisseur dans 1 mois. Donc, ce qu'il va falloir, c'est qu'on les revende, nous, immédiatement. On va les revendre, bien évidemment, au cours du jour, non plus au cours qui avait été garanti. Et dans mon exemple, le cours du jour a évolué, il n'est plus à 1,1461 comme il y a 1 an, quand on avait souscrit l'opération, il est à 1,20. Donc, on va les revendre tout de suite. Mais pour autant, vous n'en avez pas besoin tout de suite, vous en avez besoin dans 1 mois. Donc, on va remettre en place un achat à terme. Une opération de swap, c'est ça, c'est qu'on fait une opération au comptant plus un nouveau terme fixe. Donc là, l'exemple est vraiment représente exactement ça. Je vais vendre les dollars que j'avais achetés à 1,1854, puisque mon opération de terme fixe arrive à échéance, à 1,20, et je vais faire une nouvelle opération où je vais avoir un cours à terme à 1,2025. Parce que sur 1 mois, à ce moment-là, je vais rajouter 0,0025 points de report. Donc on voit qu'au moment où je mets en place ma prorogation, j'ai un impact, je subis l'impact de l'évolution du marché, j'ai une différence de change, mais que par contre, j'ai mon cours à terme qui va être ici amélioré. Donc là, je subis un impact qui est négatif pour moi au moment où je fais la prorogation, mais j'ai mon cours à terme qui, à l'échéance, est amélioré puisque je suis acheteur de dollars et je passe d'un cours à terme qui est de 1,1854 à un cours à terme qui est de 1,2025. Donc, en fait, l'impact que j'ai en trésorerie ici, en trésorerie euro, au moment où je proroge l'opération, je le retrouve au bout d'un mois parce que j'ai un cours à terme qui est à améliorer. Simplement, pendant 1 mois, j'ai porté sur ma trésorerie euro la différence de change que j'ai eue au moment où j'ai fait ma prorogation. Ce qui fait qu'en fait, l'opération de prorogation, quand on regarde finalement le cours qu'on obtient, elle revient simplement à ajouter le report au cours à terme que j'avais dès le départ. Et donc finalement, le cours que j'obtiens à l'échéance, quand je prends en compte que j'ai eu lors de la prorogation une différence de change qui m'a impacté sur ma trésorerie euro, et qu'à l'échéance, cette différence de change m'a été restituée parce que j'ai eu un cours à terme qui était amélioré, quand on prend la différence des deux, on obtient un cours qui est en fait le cours à terme qu'on avait obtenu, 1,1854, plus le report de l'opération de prorogation, donc 0,025, c'est-à-dire qu'on obtient un cours de 1,1879. Là encore, en termes de budgétisation de l'opération, on est finalement sur la prorogation, sur un cours qui n'est pas trop éloigné du cours à terme qu'on avait budgété au niveau de son opération. On reste dans une variation de 3 chiffres après la virgule. Voilà. Alors, la prorogation est un petit peu plus compliquée à appréhender. Ceci dit, bien évidemment, je reste à votre disposition pour qu'on revienne dessus et puis éventuellement vous l'illustrer avec des exemples concrets. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand on se couvre avec une opération de terme fixe, même si elle paraît assez rigide au niveau de la façon dont, parce qu'elle concerne un montant fixe, elle concerne une date d'échéance fixe et elle concerne un cours à terme qui est fixé dès qu'on met en place l'opération de couverture, on a vu à travers les exemples qu'on peut quand même sortir par anticipation et la proroger sans que l'impact, bien évidemment, soit trop important. Alors, bien évidemment, là encore, si je proroge à nouveau à 1 an, le report que je vais ajouter, il ne va pas être de 0,025, il va être de 0,0, alors on ne peut pas très bien fixer, mais il va plutôt être de cet ordre-là que de celui-là. Il va aussi dépendre, pendant l'année qui s'est écoulée, de l'évolution de la différence de taux d'intérêt entre les taux d'intérêt européens et les taux d'intérêt américains. Voilà, donc on voit que même si les produits de couverture sont assez pratiques à utiliser, on voit quand même que dans la plupart des cas, en tout cas nos clients, sont plutôt dans une démarche ou dans une logique où ils ont quand même un peu plus de mal à maîtriser les dates à laquelle ils vont devoir décaisser
ou les dates à laquelle ils vont devoir encaisser. Est-ce que le montant ne va pas changer non plus donc, pour éviter, pour prendre en compte ces données-là, on a un produit qui, lui, va fonctionner plutôt comme une enveloppe de couverture de change et qui s'appelle le Covery Envelope Plus. Donc, le Covery Envelope Plus, c'est une enveloppe de couverture d'une durée forfaitaire de 1 an. C'est-à-dire que là, à la différence du terme fixe où on est sur un produit vraiment de gré à gré, c'est-à-dire que c'est vous qui nous donnez l'échéance, c'est vous qui décidez de l'échéance et du montant. Le Covery Envelope Plus, lui, c'est une durée forfaitaire de 1 an. Donc, il va fonctionner comme une enveloppe. Et à l'intérieur de cette enveloppe, vous allez pouvoir venir faire des levées quand vous voulez, avec 2 limites. Le montant total de l'enveloppe, vous ne pouvez pas faire plus de levées que le montant total de l'enveloppe que vous avez souscrit, et la durée forfaitaire qui est de 1 an. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas aller au-delà d'un an. Voilà. Regardez comment ça fonctionne. Donc, on va prendre un exemple d'un Covery Envelope Plus, toujours pour un acheteur de dollars, donc pour un acheteur de dollars qui envisage qu'il a besoin d'acheter, compte tenu des décaissements qu'il a à faire avec ses fournisseurs, 200 000 $ sur 1 an. Le produit, on va figer immédiatement, lorsqu'on le souscrit, le cours de couverture. Donc, dans notre exemple, on fige immédiatement les 1,14, le jour de la souscription, voilà. Et ensuite, étant donné qu'on vous donne la possibilité de sortir à tout moment pour le montant de votre choix, vous voyez qu'à la différence de ce que je vous ai présenté pour le terme fixe, moi, je ne peux plus calculer mes points de terme dès le départ, puisque j'ai absolument besoin, pour calculer mes points de terme au départ, de pouvoir avoir les durées d'emprunt et de placement qu'on avait vu dans l'exemple du terme fixe. Ce qui fait qu'en fait, lorsqu'on va faire notre première levée, c'est là où je vais avoir vraiment la première durée de mon opération de couverture. Et donc, c'est à ce moment-là que je vais vous calculer les points de report. Donc, vous voyez la différence entre un Covery Envelope Plus et un terme fixe, c'est que les points de report ne sont pas déterminés au moment où on souscrit l'opération, ils vont être déterminés au moment où vous venez faire la levée. Ce que l'on va figer au moment de la souscription du Covery Envelope Plus, c'est le cours comptant. Et d'ailleurs, c'est ce qui est le plus volatile. Donc, dans l'exemple, on a une levée qui est faite à 1 mois. Le client vient lever, c'est-à-dire qu'il vient utiliser 10 000 $ parce qu'il a besoin de payer son fournisseur sur les 200 000 de l'enveloppe qu'il a souscrit pour 1 an. Et à ce moment-là, on calcule les points de report qui sont de 20 points. Et donc, le cours qu'il obtient, c'est 1,1420. Pour un acheteur de dollars, on voit qu'au niveau du Covery Envelope Plus, et étant donné que la parité euro-dollar est en report, on voit qu'à partir du moment où il souscrit une couverture à 1,14, le cours qu'il va obtenir ne pourra que s'améliorer parce qu'on va l'améliorer avec le report. Donc, un mois, il va être de 1,1420 et puis ainsi de suite. C'est-à-dire qu'à 3 mois, il va venir faire une levée parce qu'il a besoin de payer 60 000 $. Donc, on voit que le cours s'améliore au fur et à mesure pour un acheteur de dollars, 1,1490. À 7 mois, il vient faire une levée de 100 000 $. Le cours encore s'améliore à 1,1620. Et à 11 mois, 20 000 $, le cours s'est encore amélioré à 1,1740. Voilà. Et là, il a utilisé la totalité de son enveloppe. Donc, l'enveloppe s'arrête à 11 mois, et à ce moment-là, il peut en ressouscrire une nouvelle pour une nouvelle opération. Toujours est-il que si à l'échéance, alors ce qui peut se passer, c'est qu'à l'échéance du Covery Envelope Plus, l'enveloppe ne peut ne pas avoir été consommée en totalité. Donc à ce moment-là, vous pouvez soit souscrire, soit solder totalement l'opération de Covery Envelope Plus parce que la parité euro-dollar a évolué dans votre sens et que vous n'avez pas besoin des dollars qui restent sur votre couverture. Donc à ce moment-là, vous souscrivez une opération au comptant en sens inverse. Si l'opération était un achat de dollars, vous les revendez à la fin. Ou alors, à nouveau, on va pouvoir la proroger à l'aide d'un swap. Donc on revient sur l'exemple de prorogation que je vous avais donné. Par contre, le swap, on l'a vu, c'est le mélange d'une opération au comptant et d'une opération de terme fixe. C'est-à-dire que sur la prorogation, je ne proroge pas ce produit-là sur un nouveau Covery Envelope Plus. Je le proroge et l'opération de prorogation sera un terme fixe. Voilà. Donc là, on est sur un produit qui est plus souple du coup. Ouais. On a une enveloppe à utiliser normalement dans une durée d'1 an, on va dire maximum. Ça peut être utilisé en totalité avant. À ce moment-là, on souscrit une nouvelle enveloppe si on a besoin d'une couverture pour d'autres opérations. Et on peut quand même aussi proroger, comme tu l'as dit, avec un swap. Donc on s'adresse à des sociétés qui ont des achats réguliers dans la devise en question.
qui ont un courant d'affaires, voilà, qui arrivent à tout de même à budgétiser d'une certaine manière, on va dire, à l'année, quels sont les achats ou les ventes, si on est dans l'autre sens, à couvrir. Tout à fait. Alors, on n'est pas obligé de... Après, ça va dépendre de la stratégie de couverture de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment le rôle des vendeurs de la salle des marchés, dans la relation qu'ils ont avec nos clients, de voir avec eux quelle stratégie on va bâtir. Est-ce qu'on va être dans une logique, dans une approche de l'entreprise qui va être très prudentielle et qui va vouloir sécuriser, qui sait que, grosso modo, elle a, je ne sais pas, 500 000 $ à acheter sur un an, que c'est son budget total, et qu'elle va souhaiter souscrire un seul coderie enveloppe plus pour couvrir son budget total? Ou est-ce qu'on va être dans une entreprise qui va avoir une vision un peu plus dynamique et qui va dire que plutôt que de souscrire un seul produit de 500 000 $, elle va préférer en souscrire 5 de 100 000 $ au fur et à mesure de l'année, suivant l'évolution de l'euro-dollar, en prenant une position un peu plus ouverte en termes de position de change, hein, et en se disant, parce que dans l'analyse qu'elle a et dans l'échange qu'elle peut avoir avec nous sur l'évolution de l'euro-dollar, elle estime que dans un mois, dans 2 mois, l'euro-dollar va peut-être aller dans son sens. Donc, elle ne veut pas figer tout de suite la totalité de ses achats dès le départ, mais qu'elle veut peut-être attendre encore un mois parce qu'elle pense que le cours de l'euro va aller dans son sens pour souscrire un autre produit de couverture de change au moment où on sera sur un cours le plus intéressant. Dans cette logique-là, nous, la prestation qu'on apporte, c'est qu'on suit l'un des intérêts de nos clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est plutôt sur un retour à 1,13. On a des clients qui nous appellent pour nous dire, ben voilà, si on touche 1,14, à ce moment-là, moi, je souscrirai un produit de couverture de change. Je souscrirai un coderie enveloppe plus. Hein. Donc, nous, la prestation qu'on va apporter, c'est qu'on va suivre cet intérêt pour le compte de nos clients, parce qu'on sait qu'en face de nous, on a des dirigeants d'entreprise, on a des directeurs financiers qui n'ont pas que ça à faire que de suivre l'évolution de l'euro-dollar toute la journée, alors que nous, c'est notre job, on a les yeux rivés sur les cours de change, donc on va le suivre pour eux. Et au moment où on va s'approcher du cours de change, à ce moment-là, il y a 2 prestations. Soit on est dans une logique de limite, et auquel cas on va passer l'opération sans aller ressolliciter notre client, ou alors on est dans une logique où le client a manifesté un intérêt sur 1,14 pour faire une opération de couverture de change, et à ce moment-là, on va le rappeler pour faire un point avec lui, voir si, imaginons qu'on soit aujourd'hui on est sur 1,13, je vais regarder les cours ce matin, que le client nous donne intérêt sur 1,14. Et imaginons que lundi, on soit déjà sur 1,14. Ça veut dire qu'on est allé très vite sur 1,14. Donc, on est peut-être sur un train assez rapide d'évolution. Donc, à ce moment-là, le client peut très bien dire, ah oui, mais comme ça a été assez rapidement, peut-être qu'on va échanger avec lui. On va lui donner nous quelle est notre analyse. Et on va peut-être décider ensemble que finalement, on peut peut-être tenter d'atteindre 1,1450. Hein. Si à l'inverse, on a eu un intérêt pour 1,13 et qu'on met un mois pour arriver au 1,14, là, il va peut-être falloir souscrire à la couverture, quoi, parce que le marché a eu plus de résistance pour aller jusqu'à 1,14. Voilà. Donc, par rapport à ça, nos clients peuvent choisir entre deux prestations. Soit ils nous donnent une limite, c'est-à-dire qu'ils nous disent, voilà, à 1,14, vous souscrivez la couverture, vous n'avez pas besoin de me rappeler. Soit ils nous disent, à 1,14, vous me rappelez, on fait un point et je vois si je souscris ou pas. Voilà. C'est vraiment la façon aujourd'hui dont on fonctionne avec les clients qui sont en relation directe avec nous. Alors le point aussi qu'il faut avoir lorsqu'on est le point important aujourd'hui, pourquoi j'insiste un peu sur cette notion de report déport aussi. Alors là, on va plus un peu parler pour les vendeurs. On a vu quand même que sur un an, ce report déport, il n'est pas neutre. Hein, on rajoute environ, alors nous, dans notre jargon, on va parler de 400 points, c'est-à-dire qu'on rajoute de 0,0400 sur la couverture de change. Donc, ça veut dire qu'on a 2 chiffres après la virgule. À un an, ça veut dire qu'on garantit un cours où on passe de 1,14 à 1,18. Quand on est acheteur, c'est parfait. Hein, quand on est acheteur, j'améliore fortement mon cours. Quand je suis vendeur, la donne n'est pas du tout la même, parce que le report ou le déport est totalement indépendant du sens dans lequel je suis. Donc quand je suis vendeur, à l'inverse, ce report sur l'euro-dollar, je vais le subir. C'est-à-dire que si j'ai mené toutes mes négociations avec mon client en ayant en tête que le prix auquel j'allais vendre mes dollars, c'était 1,14, et que j'ai négocié ma marge avec mon client sur cette base-là, et que quand j'appelle ma banque, ma salle des marchés pour me couvrir, j'entends que c'est plus 1,14 mais 1,18, et ben ça change radicalement le visage de la rentabilité et la marge que j'ai en euros sur mon opération.
Donc on voit que pour les vendeurs de dollars, aujourd'hui, la couverture de change sur l'euro-dollar est beaucoup plus compliquée. Nous, ce que l'on recommande, c'est quand même plutôt pour les vendeurs de dollars d'aller sur des produits comme le terme fixe, de venir nous consulter le plus en amont possible de votre opération pour prendre en compte dans votre négociation commerciale le cours qu'on sera en mesure de vous garantir sur une opération d'exportation. Et on voit l'avantage, pourquoi un terme fixe? Parce que le terme fixe, on va figer, en ajoutant le report au cours comptant, le cours le plus défavorable auquel se fera la vente, de 388 points, dans l'exemple que je vous ai montré. Donc, quoi qu'il en soit, moi, en tant qu'exportateur, je sais que j'ai en tête, dans le cadre de mes négociations commerciales, le cours de change le plus défavorable qui me sera appliqué. Et après, si je suis payé plus tôt et que je fais des levées sur mon terme fixe, je vous ai montré dans l'exemple que je reprenais des points de report. Donc, pour un vendeur, ça veut dire que les 388 points que je lui ai pris au départ, je vais les rendre petit à petit. Donc, en fait, via le terme fixe, je vais améliorer le cours auquel on va vendre les dollars si, bien évidemment, on a des levées anticipées sur l'opération de vente à terme. C'est un peu difficile à appréhender comme ça. L'idée, voilà, ce que je peux vous proposer de retenir ce matin, c'est que si vous êtes sur l'euro-dollar et si vous êtes vendeur de dollars, vraiment, venez très en amont de votre négociation commerciale nous interroger pour savoir le cours qu'on a envie de dire de vous garantir et voir quelle stratégie de couverture on peut mettre en place ensemble pour cette opération. Parce que l'impact aujourd'hui sur l'euro-dollar du report, et on va encore l'avoir pendant quelques temps, le différentiel de taux d'intérêt entre la zone euro et la zone dollar va rester encore important pendant les mois qui viennent, même si on entend de plus en plus des commentaires sur le fait que la Réserve fédérale pourrait être amenée à baisser ses taux d'intérêt si la conjoncture américaine se retourne. On est sur le cycle de croissance le plus long qu'a connu les États-Unis. Donc, il y a aujourd'hui beaucoup d'économistes qui s'interrogent sur le fait que ce cycle de croissance va encore durer. Il a été déjà énormément prolongé par la politique fiscale qu'a mis en place Donald Trump, qui a permis vraiment, après la défiscalisation, de prolonger cette période de croissance aux États-Unis, mais on a quand même beaucoup d'indicateurs qui commencent un petit peu à nous interroger sur le fait de savoir si oui ou non cette phase de croissance va se poursuivre. Un indicateur très technique qui est l'inversion de la courbe des taux. L'inversion de la courbe des taux, ça veut dire que les taux d'intérêt à court terme deviennent plus élevés que les taux d'intérêt à long terme, ce qui est en train de se produire au niveau de la courbe des taux d'intérêt des USA. Et ce qui est toujours qui a toujours été jusqu'à présent un signe avant-coureur d'un retournement de la conjoncture. Et puis on a vu aussi vendredi un chiffre de l'emploi aux États-Unis qui a été très défavorable, puisque les États-Unis créent en moyenne 200 000 emplois par mois, et le chiffre des créations d'emplois au mois de mai, c'était 75 000 uniquement. Donc vous voyez qu'on on a déjà eu en février un fort ralentissement de la création d'emplois. Donc, avant de vraiment statuer sur une éventuelle tendance, un éventuel retournement, on va attendre les chiffres du mois de juin. Mais quand même, vous voyez, il y a un faisceau de choses, puis il y a d'autres indicateurs, dont on ne va pas évoquer ce matin, mais il y a d'autres indicateurs qui sont en train quand même de donner des petits vecteurs qui tendent à prouver qu'éventuellement, on pourrait assister à un retournement de cycle de la conjoncture aux États-Unis. Donc, si, par rapport à ça, si on plus, bien évidemment, alors attendez, je regarde un peu le chrono parce que quand je pars sur la conjoncture, j'ai tendance à ne plus m'arrêter. C'est bon. Bon, d'accord. Plus éventuellement, tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau du commerce mondial, c'est-à-dire que les mesures très protectionnistes que met en place Donald Trump ont une incidence sur la croissance mondiale. Et là, on voit bien dans les commentaires de la Réserve fédérale américaine, de la Banque centrale américaine, qu'elle prend de plus en plus en compte l'impact de la politique américaine sur l'impact de la croissance mondiale. Et elle se dit prête, la Banque Réserve fédérale américaine se dit prête à éventuellement baisser ses taux d'intérêt, donc je reviens à la notion de report des taux, baisser ses taux d'intérêt si elle devait s'apercevoir que la conjoncture mondiale se retourne ou qu'elle se retourne aux États-Unis. Vous voyez que
la situation entre le début d'année où on était persuadé que la Réserve fédérale allait encore augmenter ses taux au moins à 4 reprises cette année a radicalement changé. Hein, et notamment du fait des risques que l'on a aujourd'hui sur la croissance mondiale et sur le commerce mondial par les mesures interventionnistes de Donald Trump. Donc on voit que la situation a radicalement changé. On est passé d'une situation où on était plutôt dans une logique euphorique à ce que, pour éviter l'emballement de l'inflation, la Réserve fédérale américaine continue d'augmenter ses taux. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. On est plutôt dans une situation où on s'interroge si elle ne va pas baisser ses taux au cas où le ralentissement de la croissance mondiale se manifesterait encore de manière un peu plus affirmée. Et puis, surtout en cas de ralentissement de la croissance aux États-Unis. Donc, si ça devait se produire, à ce moment-là, on aurait une réduction de l'écart des taux d'intérêt entre les taux d'intérêt de la zone euro et les taux d'intérêt de la zone US, et donc on aurait une réduction de notre report. Et peut-être une conséquence aussi sur les cours de change. Et peut-être une conséquence sur les cours de change, tout à fait. Tout à fait, hein. On est plutôt aujourd'hui, en fait, on est plutôt aujourd'hui dans une logique où si on commence à anticiper que la Réserve fédérale américaine va baisser ses taux, bien évidemment, ça devrait porter préjudice au dollar US. Donc on devrait avoir un peu de recovery sur l'euro. Ce qu'on a vu, on l'a bien vu, hein. Vendredi, les chiffres de l'emploi sont passés. On est passé immédiatement d'une parité qui était à 1,12 à une parité qui a rapidement évolué au-dessus d'un 13. Donc dès qu'on a la moindre chose qui tend à démontrer qu'on a un ralentissement de la croissance aux États-Unis, ça a immédiatement un impact sur l'euro-dollar, avec un euro qui, grosso modo, malgré tout ce qui se prend sur la carafe, hein, je ne vais pas faire le site, mais le Brexit, l'Italie, le ralentissement de la croissance en zone euro, les indicateurs un peu spécifiques qu'on utilise, qui sont des indicateurs avancés d'activité, qui sont les PMI, qui depuis des mois et des mois sont dans le rouge. Voilà, malgré tout ça, on a quand même un euro globalement qui résiste bien. Donc on peut supposer que s'il y avait un ralentissement de la croissance aux États-Unis, on aurait une évolution, on aurait à nouveau une hausse de l'euro. Oui, et ça peut aller vite. Alors, par rapport à ces produits donc, présentés ce matin, donc le terme fixe et le Covery Enveloppe Plus, justement, qu'est-ce qui se passe pour le client quand il a souscrit ce type de couverture et puis qu'il y a une évolution du cours de change comptant qui peut l'intéresser, lui, mais il a cette opération en cours. Comment est-ce qu'il faut l'analyser, ça? Alors, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'à partir du moment où on a souscrit une couverture de change, c'est un contrat qui engage la banque et le client. Qui engage la banque et le client sur un échange de devises. Si on était dans le sens des acheteurs, donc ça engage la banque et le client. La banque s'engage à livrer des devises à l'échéance, et en contrepartie de cette livraison, le client, lui, s'engage à livrer des euros. Donc là, on est vraiment sur un contrat ferme. Ce n'est pas un contrat dont on peut sortir sans incidence. Donc, des clients qui, on a, bien évidemment, malheureusement, la parité peut aller dans le sens du client, et donc il peut y avoir une tentation de ne pas utiliser son produit de couverture, mais plutôt de faire des opérations au comptant. Le problème, c'est que ce produit de couverture, elle a une échéance, et qu'à son échéance, s'il n'a pas été utilisé, il va bien falloir l'utiliser. Donc, on pourra le proroger. Ce qu'on peut conseiller quand même, ce qu'on conseille à nos clients, c'est que quand ils sont dans cette situation, c'est quand même de moyenniser les deux. Imaginons que j'ai souscrit un produit de couverture pour 200 000 $, dans mon exemple. Imaginons que j'ai à payer un fournisseur à hauteur de 60 000 $, et que le cours de couverture que j'ai grâce à ma couverture est moins intéressant que le cours au comptant le jour où je viens faire me lever. À ce moment-là, nous, ce qu'on recommande, c'est plutôt de moyenniser, c'est-à-dire de prendre 30 000 $ sur la couverture et de prendre 30 000 $ au comptant. Ça permet quand même d'utiliser la couverture et de ne pas se retrouver, parce que le danger, si on n'utilise pas sa couverture, c'est qu'à l'échéance, on se retrouve avec un montant important et que par rapport à ça, on n'a plus le sous-jacent, c'est-à-dire l'opération commerciale, elle a été réglée par des opérations au comptant. Donc le client n'a plus l'opération sous-jacente, il n'a plus besoin des dollars de sa couverture. Et là, on se retrouve dans une situation où le seul choix qui reste, c'est de les revendre au comptant, parce qu'il faut sortir du produit de couverture. Et à ce moment-là, il peut y avoir, suivant l'évolution de l'euro-dollar, il peut y avoir une perte de change, pour le coup, réelle, significative pour l'entreprise. Voilà. Donc, ce qu'on recommande plutôt dans la situation que tu décrivais, c'est plutôt de venir, quoi qu'il en soit, utiliser sa couverture, même si, bien évidemment, c'est pas très
on préférerait pouvoir profiter en totalité de l'évolution favorable. Hein. On est tous faits de la même façon. Hein. Mais voilà, il faut bien garder en tête que la couverture, quoi qu'il en soit, il faudra l'utiliser. Oui, et puis c'est vrai qu'au niveau comptable aussi, enfin, nous, quand on est côté banque et qu'on a des clients qui ont des couvertures de change, parfois, oui, on voit quand même des gains ou des pertes de change au niveau de la comptabilité. Pour autant, une couverture de change souscrite par une entreprise, c'est un acte raisonné. Ça veut dire que la société protège sa trésorerie, elle sait à quel cours sont passées les opérations. Donc, si jamais il y a cette évolution dont le client ne profite pas forcément parce qu'il a son opération de couverture, il ne profite pas forcément de l'évolution au comptant. Néanmoins, il a fait une opération de couverture et moi, je préfère quand même qu'une société qui travaille en devise, elle passe des opérations de couverture et tout ce qui va être perte de change éventuelle si le comptant a évolué en sa faveur et qu'on n'a pas profité, c'est du manque à gagner, c'est pas de la perte sèche sur le compte d'exploitation, il ne faut pas le voir comme ça. Oui, alors faut bien distinguer en plus qu'il y a deux notions, il y a la notion comptable et la notion de trésorerie. Ouais. Hein, donc, bien souvent, il va y avoir aussi un impact comptable parce que le cours de change qui va être rentré en comptabilité par l'entreprise ne va pas être celui de la couverture, mais va être celui. Moi, j'ai des clients qui rentrent des douanes, par exemple. Donc, un cours je crois, qui est décrété une fois par mois, hein, donc qui est complètement décalé par rapport au cours comptant, voire au cours de la couverture. Donc, forcément, il y a un impact comptable. Hein. Pour autant, ça ne traduit pas cet écart de change positif et négatif qu'on va retrouver au compte de résultat de l'entreprise, ça ne traduit pas pour autant la perte réelle de change en trésorerie. J'ai d'autres clients, à partir du moment où ce qu'il faut savoir, et ça j'encourage toujours mes clients à se rapprocher de leur expert comptable, ce qu'il faut savoir, c'est on est tout à fait, à partir du moment où l'entreprise est en mesure d'adosser une opération de couverture de change à une opération d'importation, elle peut tout à fait utiliser le cours de la couverture de change en comptabilité. Hein, et à ce moment-là, il n'y a plus. Voilà, et à ce moment-là, on a des clients qui fonctionnent comme ça, c'est-à-dire qu'ils font une opération, une couverture, une opération, une couverture. Et donc, forcément, le cours de change qui est utilisé en comptabilité est le cours de la couverture à terme, et donc on n'a pas d'écart de change. Hein. Voilà. Après, ça va dépendre de la stratégie. Alors, c'est aussi la raison pour laquelle, aujourd'hui, on va beaucoup plus mesurer à travers des questionnaires. Alors, pour le client, c'est toujours un peu rébarbatif, ça fait un peu examen de fin d'année, hein, mais bon, c'est la réglementation qui nous l'impose aussi. Et d'un autre côté, c'est pas mal, parce que par rapport à ce que tu évoques, on va aussi mesurer l'appétence au risque de nos clients, en déterminant des profils d'appétence au risque qui sont prudents, équilibrés ou dynamiques. Et en fonction de cette appétence au risque, ça va déterminer un petit peu, est-ce que le client va couvrir, ce que je disais tout à l'heure, est-ce qu'on va plutôt être dans un client c'est un client qui est prudent, on va plutôt être dans une logique où on va chercher à couvrir le plus possible l'ensemble de ces transactions avec un cours certain. Voilà. Hein. Et donc, ce qu'on va verrouiller à travers ça, c'est sa marge en euros. Il en soit, dès le début, sa marge en euros sera verrouillée par rapport à son opération. À l'inverse, comme on est dans une logique prudente, eh bien, il ne bénéficiera pas d'une évolution positive de la devise. Après, on va avoir des clients qui vont plutôt raisonner dans une logique équilibrée de risque. Donc là, on va leur proposer des produits qu'on n'a pas évoqués ce matin qui vont leur permettre de bénéficier pour tout ou partie de l'évolution favorable de la devise, en l'introduisant des conditions, bien évidemment. Hein. Et puis enfin, on va avoir des clients qui sont sur un profil dynamique. Donc là encore, on a une autre offre de produits où on va permettre aux clients d'avoir des cours qui sont très améliorés, mais où on va avoir plus d'incertitude sur le montant qu'on va couvrir. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on accorde plus d'importance à la mesure de la connaissance des marchés financiers de nos clients et de leur appétence au risque pour déterminer avec eux quelle est la meilleure stratégie de couverture de change qu'on peut mettre en place. Alors peut-être simplement pour finir quand même, parce que je sais que ça c'est toujours un point que vous souhaitez avoir, parler un petit peu tarification. Il faut vous dire un petit peu qu'au niveau de la Banque Populaire aura en matière de tarification des opérations que j'ai détaillé ce matin, donc une opération comptant, c'est 25 €. C'est un montant forfaitaire. Hein. Nous n'avons pas de tarification en pourcentage avec minimum maximum de nos opérations de couverture. C'est forfaitaire, quel que soit le montant. Une opération de terme fixe, c'est 45 €. Une opération de swap, c'est 45 €. La souscription de l'opération, c'est 45 € pour un covenant de plus. Et quand on vient faire une levée sur un covenant de plus, c'est 16,50 €. Voilà, en matière de tarification.
quelques dizaines d'euros pour accéder Exactement. aux produits de couverture. Voilà. D'accord. Merci Christian. C'est moi qui vous remercie pour mon attention. J'espère que je n'aurais pas été trop complexe. Eh bien, je pense que tout a été très clair puisqu'il n'y a pas de questions qui ont été posées. On va attendre encore 1 ou 2 petites minutes pour voir. Je vais en poser une à Christian, un classique. Quels sont les prérequis pour accéder à la salle des marchés, pour avoir la possibilité de souscrire ce type de couverture? Okay. Alors, bon, comme je pense que tout le monde le sait, la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, c'est une banque régionale. Donc, on est une banque universelle. Une banque universelle, ça veut dire que notre palette de clientèle est très large. Donc, bien évidemment, les outils qu'elle met à la disposition de ses clients sont adaptés à cette typologie de clientèle. Autrement dit, au niveau de la salle des marchés, on a une clientèle qui va de la petite PME jusqu'au très grand groupe. Hein. Et tout notre challenge, c'est de faire en sorte que notre dispositif soit adapté à tout type de clientèle. Donc, c'est pour ça que pour les prérequis pour pouvoir traiter une opération avec la salle des marchés, c'est un montant minimum qui est assez bas, puisque c'est une contre-valeur de 10 000 euros. À partir du moment où on est sur une contre-valeur de 10 000 euros, l'opération peut être traitée en direct avec la salle des marchés. Voilà. Donc ça se passe comment? La salle des marchés, elle est ouverte de 8h30 à 18h non-stop. Et tout se passe par téléphone. C'est l'ordre par téléphone qui fait foi. Donc vous nous appelez, vous avez, normalement on décroche très rapidement. Hein, et vous nous dites l'opération que vous voulez faire. On vous donne un cours de change. Le cours de change vous convient. L'opération est faite immédiatement. Voilà. Et c'est nous qui vous confirmons l'opération après. Donc, vous n'avez rien d'autre à faire que de nous passer un coup de fil pour faire l'opération. Les prérequis, c'est ensuite, il y a tout un dossier réglementaire à signer. J'ai un petit peu évoqué à travers la mesure de la compétence financière de nos clients et de leur appétence au risque. Voilà. Après, on va regarder ensemble quels sont vos besoins. On va, je viens de le dire, déterminer votre connaissance des marchés financiers, votre appétence au risque. Et ensuite, on va produire à votre intention un rapport d'adéquation dans lequel on va résumer tout ça, dans lequel on va résumer notre conseil. Et par rapport à notre conseil, quels sont les produits de couverture que vous avez choisis. Voilà. Donc, ce rapport d'adéquation, on le signe ensemble. Et ça nous permet ensuite de pouvoir continuer à travailler. Si vous allez sur la couverture de change, à ce moment-là, il faudra que votre gestionnaire instruise une ligne de couverture de change en fonction de votre besoin de couverture. Chez nous, cette ligne, elle correspond à 10% de l'encours que vous avez besoin de couvrir. Si vous avez besoin de couvrir 1 million d'euros d'encours à l'année, la ligne de risque de change que devra instruire votre gestionnaire sera de 100 000 euros. D'accord. Donc, contact à prendre avec le conseiller chargé d'affaires professionnel d'entreprise et puis avec moi également. Voilà, et ensuite, on passe le relais. Voilà, exactement. La salle des marchés. D'accord. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Eh bien non, pas de questions. Donc Christian, bravo, c'était très clair visiblement. Merci. J'espère. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Oui, Hélène? j'en profite effectivement pour annoncer un événement. C'est une information en avant-première parce qu'on n'a pas encore diffusé le Save the Date. Mais voilà, si donc les sujets internationaux vous intéressent, que ce soit import et export, sachez que la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes organise le 8 octobre un grand événement à Lyon qui s'appellera CAP International, avec présence de nombreux partenaires, dont la CCI, avec la Team France Export, bien sûr, donc, également BPI, Business France, COFAS, il y aura de nombreux experts pays de Pramex International qui seront là. Donc réservez votre journée du 8 octobre et Christian Jacquier, bien sûr, tu seras avec nous aussi, donc, avec un atelier d'échange, je crois. Donc au plaisir de vous y retrouver. Merci. Très bien, eh bien, on est arrivé à la fin de ce webinaire, mené très très bien par Christian, puisqu'il est 10h moins 5, pas de questions, c'est parfait. Une personne qui nous dit non, merci pour la présentation, merci à vous, merci pour votre participation à chacun. Ce webinaire sera disponible, puisqu'il a été enregistré, sera disponible sur notre plateforme Dromecoviz, la communauté internationale, ainsi que le support. Et puis vous avez nos coordonnées à Hélène et à moi, donc si vous avez besoin de nous recontacter, surtout n'hésitez pas, et nous sommes à votre disposition.
Je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci Hélène et merci Christian pour votre venue et ce sujet très intéressant qui était une première pour moi à la Cécile de la Drôme. Bonne journée à tous et au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.